Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, comment va la santé? Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission qui veille pour votre bien-être santé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous parler d'un sujet qui préoccupe tout le monde et qui n'a pas eu déjà de fièvre, docteur Ilyas Akhamouk. Exact, bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est le symptôme le plus fréquent de consultation. Il n'y a aucun humain sur Terre qui n'a pas fait de fièvre. Donc c'est un sujet qui est très très important. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Alors, la température normale du corps humain oscille entre 36 degrés et 37,2 degrés. Elle varie selon le moment de la journée, plus élevé le soir par exemple, et selon le cycle chez la femme. Exact. Chez un individu sain, cette température est constante, quelles que soient les conditions extérieures, canicule ou grand froid. Mais à partir de quelle température parle-t-on de fièvre? Donc chez l'adulte, on ne parle véritablement de fièvre qu'à partir de 38 degrés. Oui. La fièvre s'accompagne généralement d'autres symptômes, sensation de froid, frisson, claquement de dents, faiblesse générale, transpiration abondante, soif intense. C'est quoi la fièvre, docteur? Et à partir de quelle température parle-t-on de fièvre? Alors, c'est l'être humain est un être qui a une température qui est assez stable. Et ça, c'est très important pour les fonctions vitales. Il faut que ça soit entre 30, on va dire 36,5 et 37,5 pour être large, pour que les fonctions vitales soient optimales. Mais la température, c'est pas stable. Si on fait une activité physique, si on fait un footing, Exactement. si on fait du sport, ça va augmenter. Vers les 38, c'est Évidemment. normal. Quand on mange, on dépense de l'énergie, ça va augmenter. La femme, notamment lors de son cycle menstruel, ça change. Parce qu'il y a des bouleversements hormonaux. La femme enceinte, ça change. C'est pour ça que la prise de température est un élément pour l'ovulation. Parce que lors de l'ovulation, on a une petite élévation de température et parfois ça peut donner une indication lors des programmes de procréation assistée. On va dire à la femme, prenez votre température. Quand vous trouvez que ça augmente, c'est l'ovulation. C'est là où il faut avoir un rapport pour avoir des enfants. Donc la température est quelque chose de vivant. Donc ça change tout le temps. Maintenant, quand je dis c'est optimal, au-delà de 38, c'est une fièvre. C'est une fièvre. Au-delà de 40, 41, ça devient dangereux pour le corps. Quand ça descend de moins de 36, c'est une hypothermie. Et l'hypothermie, c'est en rapport, par exemple, avec un environnement. Ce qu'on appelle la fièvre froide et la fièvre chaude. En fait, la fièvre froide, c'est surtout quand on a des frissons. Dans notre Mais langage. là, c'est une hypothermie, c'est une baisse de la température. Par exemple, si on est dans un environnement très froid, on tombe dans un lac gelé, ou bien là, ça devient une hypothermie, et on risque la mort aussi. Donc, il faut pas que ça soit supérieur à 40. Il ne faut pas que ça soit moins de 36. Alors parlons des causes, docteur. Qu'est-ce qui favorise Maintenant, attends, pour la fièvre, c'est supérieur à 38. Quand c'est 38, 38 et demi, on va parler de fébricule. C'est-à-dire une petite fièvre, si j'ose dire. Au-delà de 38 un début et demi, de fièvre. voilà. Au-delà de 38 et demi, c'est une fièvre. Ça peut aller 38 et demi, 39, 39 et demi, 40, 41. Au-delà de 41, généralement, ça cause des dégâts au cerveau. C'est alarmant. C'est pour ça que on a beaucoup plus peur chez le bébé. Parce que quand ça monte très vite, le bébé va faire des convulsions fébriles. Parce que son corps n'arrive plus à réguler. C'est pour ça que c'est très important, quand le bébé fait de la fièvre, de baisser la fièvre progressivement. Pour les causes, alors on a deux grands types de fièvre. Il y a la fièvre aiguë, qui dure depuis quelques jours. Il y a la fièvre chronique qui dure au-delà de 2 semaines. Différence entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Quand c'est une fièvre aiguë, généralement, c'est une infection. Généralement, c'est une maladie infectieuse. Toutes les maladies infectieuses, on va dire pas toutes, mais la majorité, peuvent donner de la fièvre. Virus, bactéries, parasites, champignons peuvent donner de la fièvre. Ça peut aller de la petite angine, comme à la grande méningoencéphalite. Maintenant, il y a des maladies infectieuses qui ne donnent pas de fièvre. Et ça, c'est important de noter pour nos auditeurs. Le tétanos ne donne pas de fièvre. Le choléra ne donne pas de fièvre. Pourtant, c'est des maladies infectieuses. Maintenant, on peut, pour une fièvre aiguë qui dure quelques jours, on peut faire de la fièvre alors que c'est pas une maladie infectieuse. Par exemple, l'insolation.
quand on reçoit un coup de soleil important, on peut faire une petite hyperthermie. Et ça, c'est pas une maladie infectieuse. Pour la fièvre persistante, ou ce qu'on appelle aussi la fièvre au long cours, c'est quand ça dépasse les 2 semaines. Là, par contre, ça devient compliqué. Ça peut être une maladie infectieuse, comme ça peut être une maladie non infectieuse. Par exemple, certains cancers donnent de la fièvre. Il y a des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, comme la maladie de Wegener, la maladie de Behçet, les vascularites, des rhumatismes, des polyarthrite rhumatoïdes, qui peut donner de la fièvre. Même un infarctus du myocarde peut donner un peu de fièvre, un AVC peut donner un peu de fièvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de thermorégulation dans le corps. Mais disons que dans les fièvres aiguës, la majorité c'est des infections. Dans les fièvres persistantes, c'est des infections, mais aussi d'autres étiologies qui ne sont pas infectieuses. D'accord. Et comment est-ce que ça se manifeste, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur? Quels sont les symptômes? Ou surtout les symptômes les plus communs chez le... Alors, la fièvre, on a chaud. Il y a une élévation de la température, on a chaud. Mais on ne peut pas parler de fièvre sans la mesurer. On ne peut pas mettre sa main sur le front et dire que c'est une fièvre. Oui. Il faut mesurer la fièvre. Alors, comment on mesure la fièvre? C'est très simple, c'est ce qu'on appelle un thermomètre. Mais on peut se rendre compte qu'on a une On peut se rendre compte qu'on a chaud. Mais parfois, on peut avoir chaud, mais pas de fièvre. Oui. Par exemple, on peut confondre. quand le syndrome préménopausique, on en a parlé, la femme, elle peut avoir des coups de chaleur. Mais si on prend sa température, elle fait pas de fièvre. Donc, il faut prendre la température avec un appareil qu'on appelle le thermomètre. Avant, c'était les thermomètres à mercure. C'est les thermomètres en verre qui se cassaient et constituaient un danger. Maintenant, il y a d'autres thermomètres qui sont plus récents, qui sont plus efficaces, qui sont plus sûrs, comme le thermomètre électronique. Mais il y a aussi d'autres types de thermomètres. Mais le thermomètre électronique, c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Alors, soit on le met à l'intérieur de la bouche, parce qu'il faut mesurer la température centrale, pas la température sur la peau. Donc soit on le met au niveau de la bouche, soit au niveau, surtout chez les bébés, les enfants, parce que c'est plus facile, on le met au niveau de l'anus, soit on peut le mettre sous l'aisselle, donc de manière axillaire, mais on va rajouter 0,5. Donc vous voyez, il y a une différence entre température à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire si je mets le thermomètre sous mon aisselle et c'est 37, il faut ajouter 0,5. C'est de 37,5. Il y a d'autres thermomètres, par exemple intra-auriculaire, on peut le mettre à l'intérieur de l'oreille chez les enfants. C'est la température tympanique. Ou bien il y a des thermomètres à distance, c'est comme un pistolet au niveau du front, et on a les chiffres, mais il faut faire très attention sur la marque parce que c'est très important. C'est là on va mesurer et diagnostiquer la fièvre. Maintenant la fièvre, elle peut s'accompagner de beaucoup de signes. Tout le monde a fait de la fièvre. Généralement c'est pas un symptôme qui est préoccupant. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est quand ça survient chez un bébé de moins de 2 ans, surtout si ça dépasse les 38,5, 39, parce qu'il risque à tout moment de convulser. Alors les convulsions fébriles, c'est quoi? C'est comme l'épilepsie, c'est des petites contractions chez le bébé, avec trouble de la conscience. La maman panique, parce que c'est assez spectaculaire. Dans la majorité des cas, heureusement, ça rentre dans l'ordre. Mais il faut vraiment baisser la température rapidement. Il ne faut pas laisser chez les bébés une température supérieure à 39. Il faut toujours traiter. Par contre, chez l'adulte, un adulte qui fait 38,5, 39, 39,5, on peut ne pas traiter la fièvre. Parce que c'est un mécanisme de défense. Parfois, c'est le corps lui-même qui va sécréter des substances qui vont élever la température pour lutter contre l'infection. C'est un moyen de défense. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'acharner chez l'adulte pour traiter la fièvre. Il faut traiter l'étiologie. Chez le bébé, non. Le bébé, il ne faut pas laisser la température s'élever, c'est-à-dire d'une manière importante. Donc voici comment. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? J'ai dit chez les bébés, quand il y a des problèmes de conscience. Si on est obnubilé, si on répond difficilement aux questions, si on est désorienté. Donc là, ça touche la conscience, ça touche la concentration. Là, c'est préoccupant parce que ça peut être une méningite, ça peut être une méningoencéphalite. Si on fait une tension basse, ça c'est un élément préoccupant. Là, il faut aller aux urgences. D'accord. C'est-à-dire, on ne tolère pas la fièvre. Là, il faut aller aux urgences. Mais sinon, une petite fièvre qui survient chez un adulte, on peut tolérer. Voilà. Et j'ai une question, ça peut monter jusqu'à combien la fièvre? Le maximum? Alors, le minimum aussi. Alors, on a vu des fièvres qui montaient jusqu'à 42 degrés.
Mais 42 degrés, pour parler un langage simple, pour que nos auditeurs nous suivent parfaitement, ça grille le cerveau. Une température au-delà de 41 degrés, le cerveau va chauffer, c'est pas bon. On aura des séquelles. Au-delà de 42 degrés, on peut avoir très souvent des séquelles neurologiques. C'est-à-dire même si on guérit après il y a des séquelles qui restent. Voilà, on peut avoir une cécité, on peut avoir une surdité, on peut avoir des épilepsies. On prend l'exemple du Covid, par exemple. Par exemple. Oui, bon, le Covid, c'est surtout des problèmes respiratoires, mais c'est surtout respiratoire. C'était pas la fièvre qui dérangeait, mais la température au-delà de 40 degrés. Il faut être préoccupé, et au-delà de 41, 42 degrés, ça laisse des séquelles, voire le décès. On peut mourir de fièvre. Oui. C'est parce que ça grille le cerveau, ça brûle le cerveau. Pour l'hypothermie, alors l'hypothermie, c'est pas la fièvre. La fièvre, c'est quand ça monte. L'hypothermie, ça peut être dû surtout à des personnes, par exemple, qui vont faire du ski, ils vont tomber, ils vont rester dans le froid plusieurs jours, ils vont mourir d'hypothermie parce que la température, elle va baisser, les fonctions vitales ne seront plus assurées. Mais dans certaines infections graves, notamment des septicémies, on peut avoir la température au contraire, qui ne va pas monter, elle va baisser. Et ça, c'est un signe de gravité. Parce que là, il faut réchauffer le patient, mettre du sérum un peu chauffé. Donc, la fièvre, quand elle est de 38 à 40 degrés, ça va. Au-delà, il faut vraiment agir. Au-deçà, il faut vraiment surveiller. Vous parlez de baisser la fièvre. Comment le faire? Alors, la fièvre, surtout chez le bébé, j'ai dit que il fallait baisser la fièvre. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les vêtements du bébé. Ça, c'est en premier lieu. On enlève les vêtements du bébé, on le laisse avec sa couche, et on surveille. Si ça suffit, c'est bon. Si ça suffit pas, ce qu'on va faire, on va prendre une petite serviette ou une petite compresse qu'on va mettre sous l'eau du robinet, mais il faut pas que ça soit froid. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents. Ils voient ça dans les films où ils mettent une petite serviette avec de l'eau froide, ils la mettent sur la peau du bébé. Ça peut donner un choc thermique. Il faut pas faire ça. Il faut prendre de l'eau tiède, de l'eau du robinet. On va mouiller une petite serviette, une petite compresse, et on va la mettre sur le ventre du bébé, pas sur le front, sur le ventre du bébé. Et en général, ça va diminuer la fièvre. Pourquoi? Parce que ça va enclencher la sudation. Alors que tout le monde le fait sur le front. Sur le front, alors que c'est fou. Il faut le mettre, surtout pour les bébés, il faut mettre sur le ventre du bébé et pas de l'eau froide. Attention, surtout pour les bébés. Si ça suffit pas, là, il faut donner un traitement du paracétamol. Il faut éviter l'aspirine, surtout chez les bébés, parce qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses où l'aspirine est contre-indiquée. Par exemple, la rougeole, la varicelle. Donc, il faut donner du paracétamol, soit par suppositoire. Pourquoi? Bien que ça peut être désagréable, mais l'absorption du paracétamol par les suppositoires, donc ça par la muqueuse rectale, est plus rapide. Donc, soit par suppositoire, soit par un sirop ou un sachet dilué dans le biberon. Là, il faut traiter. Mais sinon, enlever les vêtements du bébé, il faut pas mettre la climatisation, parce que ça va créer un choc thermique. Il faut ouvrir les fenêtres, déshabiller le bébé, mettre une serviette humide sur le ventre, et généralement ça rentre dans l'ordre. C'est comme ça qu'on traite. Maintenant, dans les fièvres très importantes, notamment chez l'adulte ou même chez le bébé, justement, on peut aller jusqu'aux perfusions. Du paracétamol en perfusion, c'est des petits flacons ou des gros flacons qu'on va administrer, et ça va faire baisser la température et aussi lutter contre la douleur, parce que je rappelle que le paracétamol, c'est un antipyrétique et c'est un anti-antalgique en même temps. Donc c'est comme ça qu'on lutte contre la fièvre. Le plus important aussi, c'est qu'il faut chercher l'étiologie de la fièvre. Ça, c'est important. On va pas traiter une fièvre chez un bébé sans savoir pourquoi elle est là. Là, on va examiner le bébé. Si c'est une angine évidente, une rhinopharyngite, on va traiter. Si c'est une diarrhée infectieuse, on va traiter. Si on trouve rien, on va faire peut-être une radio du thorax, chercher une infection pulmonaire, une infection urinaire. C'est fréquent chez le bébé, une infection urinaire. Et parfois, quand on trouve rien, on a peur de la méningite. Là, on fait une ponction lombaire au bébé. Donc il faut traiter la fièvre, mais il faut traiter l'origine de la fièvre. Exactement. Donc l'objectif est de diminuer cette température, mais surtout de comprendre pourquoi il y a de la fièvre. Mais docteur, il y en a beaucoup, surtout chez les adultes, quand tu leur dis j'ai une fièvre, il te dit prends une douche glacée,
une douche froide. Donc, Ah oui, ça, il faut jamais le parlons faire. justement de ce que ça peut causer pour justement éveiller Non, il faut jamais les le faire. consciences. Il faut jamais le faire. C'est le même cas quand on est en été, quand on part à la plage et il fait très chaud, parce que parfois il fait très chaud, mais l'eau elle est un peu fraîche. On risque de faire une hydrocution, un choc thermique, parce que vous savez que celui qui régule la température, c'est le cerveau. Il y a des mécanismes de thermorégulation, et donc quand ça devient 36, on va réguler ça pour monter à 37. Quand ça devient 38, on va baisser ça pour avoir 37. S'il fait trop froid dehors, le corps, il va, par exemple, faire des frissons, ce qu'on appelle la chair de poule. C'est quoi? C'est des contractions musculaires pour réchauffer le corps. Justement, oui. Quand il fait trop chaud, on va transpirer. Et c'est pas la transpiration qui va refroidir, hein, c'est l'évaporation. C'est quand on transpire, puis ça s'évapore, ça fait baisser la température. Donc le cerveau, il va faire le rôle du gendarme, il va réguler la température. Maintenant, quand on a très chaud et on va prendre une douche glacée, il y aura le cerveau qui va être un peu chamboulé et on peut avoir des complications très graves. Donc il faut jamais, si on a de la fièvre, on a chaud, on va augmenter progressivement, c'est-à-dire on va baisser progressivement la température de l'eau. Les douches glacées, c'est très bon pour la santé, hein. Ça permet de raffermir, ça permet mais il faut jamais le prendre directement. C'est-à-dire même si on fait de la fièvre, il faut aller avec de l'eau tiède, puis on peut baisser progressivement la température. Il ne faut pas aller directement à une température froide, parce qu'on risque de choquer le choc thermique. Voilà. D'accord. Donc, nous avions parlé des signes alarmants et tout, mais j'aimerais reposer la question quand s'inquiéter vraiment et quand est-ce que la fièvre devient une urgence, surtout chez le bébé, quand est-ce que la femme doit consulter un médecin et pas essayer de mettre justement une serviette à son bébé ou genre quand est-ce que, à vrai dire, il faut surveiller l'évolution de la fièvre, particulièrement chez les plus fragiles, nourrissons, personnes immunodéprimées, personnes fragiles. Donc pour cela, les thermomètres, comme vous aviez cités, sont à privilégier. Donc quand s'inquiéter au-delà de 38, au-delà de 39? Je vais reformuler un peu ta question. Je vais dire quand est-ce qu'il faut consulter. Quand est-ce qu'il faut consulter, oui. Quand la fièvre, elle dépasse les 10 jours, 2 semaines, même si on va bien, même si c'est pas dérangeant, même si on est en bonne santé, si une fièvre persiste au-delà de 10 jours, 2 semaines, il faut consulter. Donc c'est la durée aussi. La durée c'est important. Même si c'est une petite fièvre de 38, 38 et demi, et ça dure. C'est-à-dire que le corps n'est pas en défensif, Non, parce que tout le monde a fait de la fièvre. Je pense que nos auditeurs, tout le monde a fait de la fièvre. Mais généralement, ça dure 2-3 jours. La durée, je pense, c'est par rapport au système immunitaire, n'est-ce pas? Non, ça dépend aussi des étiologies. Et là, je vais développer un peu plus parce que tout le monde a fait de la fièvre pendant quelques jours. Tout le monde a fait une grippe, tout le monde a fait une angine. Mais quand ça dépasse les 10 jours, 15 jours, on va pas s'inquiéter, mais on va prendre ça au sérieux. Il faut consulter. Pourquoi? Parce que ça peut être une maladie infectieuse un peu pernicieuse, comme l'infection VIH. L'infection VIH, ça donne une fièvre au long cours. Les hépatites virales, ça peut donner une fièvre au long cours. Il y a d'autres maladies infectieuses qu'on connaît moins et ça peut donner une fièvre au long cours. Par exemple, la brucellose. Par exemple, la tuberculose. La tuberculose, ça peut donner une fièvre qui dure 15 jours, 20 jours, 21 jours, 1 mois. C'est comme la toux. Tout le monde a toussé dans sa vie, mais généralement, ça dure 1 semaine, 10 jours. Mais quand la toux, elle va persister au-delà de 15 jours, 20 jours, 1 mois, ça peut être un cancer, ça peut être une tuberculose. Donc, il faut prendre ça au sérieux. La fièvre peut être une tuberculose, une brucellose, c'est des maladies qui sont fréquentes chez nous en Afrique. Donc là, on va demander un bilan. Quand la fièvre est aiguë, qui dure quelques jours, on va pas demander de bilan, on va juste examiner. Mais quand la fièvre, elle dépasse les 10-15 jours, on va demander un bilan. Et le bilan dépend des signes cliniques. On peut demander une sérologie VIH, on peut demander une radiographie du thorax pour chercher une tuberculose, on peut demander des analyses sanguines pour chercher un cancer, une leucémie, un lymphome, d'une maladie inflammatoire. Donc on va demander le taux de VS, le taux de CRP, c'est ce qu'on appelle des paramètres de l'inflammation. Donc vous voyez, quand ça dépasse les 10-15 jours, là ça devient une consultation avec un examen clinique bien soigné, avec un bilan qui peut aller jusqu'au scanner, à l'IRM. Donc ça c'est le premier élément. Si on a une fièvre qui persiste au-delà de 10 jours, 15 jours, il faut consulter.
même si on va bien, même si c'est pas une fièvre qui est importante. Quand on a une maladie chronique, quand on est diabétique, quand on est hypertendu, quand on a un traitement par exemple immunosuppresseur, si on est sur corticoïdes, il vaut mieux consulter. Si ça dépasse les 1-2 jours, il vaut mieux consulter. Ça peut parfois être banal, hein, ça peut être une petite infection, mais il vaut mieux consulter. En ce qui concerne les femmes enceintes, il faut consulter. Au-delà de 2-3 jours, il faut consulter. Parce que, pourquoi? Même si c'est une infection qui a l'air d'être gentille, entre parenthèses, comme la rougeole, la rubéole, la varicelle, c'est des maladies qui sont dangereuses pour le bébé. Et la femme, elle fait beaucoup d'infections urinaires. C'est son corps, c'est les hormones, c'est la vessie qui la rendent plus vulnérable. Donc là, on va demander un examen cytobactériologique des urines. Il y a une maladie qu'on appelle la listériose, qui survient beaucoup chez la femme enceinte et qui peut donner des problèmes chez le bébé. Donc une femme qui va accoucher, si elle fait une fièvre, ça peut être en rapport avec l'accouchement et la souffrance du bébé. Donc ce genre de cas particulier, il faut consulter rapidement. Les bébés de moins de 2 ans, tous les bébés à partir de 6 mois, 9 mois font des infections. Pourquoi? Parce que quand on arrive à 6-9 mois, le bébé perd les anticorps maternels qu'il a reçus pendant la grossesse. Donc il devient un peu vulnérable. Donc un bébé qui fait de la fièvre pendant 1-2 jours, 3 jours, c'est normal. Maintenant, un bébé qui fait des fièvres au-delà de 39, la fièvre qui persiste au-delà de quelques jours, il faut consulter rapidement. Donc c'est là où il faut... Bien sûr, chez l'adulte est plus résistant. Il peut faire de la fièvre, il peut faire des maux de tête, mais je t'ai dit, quand il y a des troubles de la conscience, quand un adulte est désorienté, il répond lentement, parfois il est comateux, il faut le prendre aux urgences. Et bien sûr, on a nos seniors, les personnes âgées. Vous savez que les personnes âgées, ils ont beaucoup de répercussions sur leur mental, sur leur psyché. Même s'ils font une infection urinaire avec de la fièvre, on trouve une personne un peu perdue, un peu lente, et qui répond lentement aux questions, qui est désorientée. Là, il faut consulter. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un peu complexe comme problème. Donc, si on sort un petit peu des généralités, nous allons parler, par exemple, de la fièvre jaune. Donc, retour des faits, retour un peu en arrière en 2023, parce que c'est pas encore la fin de 2024. Donc, là, d'après l'OMS, la fièvre jaune est endémique dans l'ensemble ou certaines régions de 34 pays en Afrique, ainsi que dans 13 pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais restons en Afrique. L'Afrique est le continent le plus touché par la fièvre jaune, avec 95% des cas recensés dans le monde. On parle, là, on revient en 2023. Mais puis, j'aimerais qu'on explique d'abord la fièvre jaune. Pourquoi l'Afrique reste le continent le plus touché par cette dernière? Alors, la fièvre jaune, c'est pas une maladie africaine. C'est une maladie liée au climat. C'est une maladie tropicale. C'est une maladie vectorielle, transmission vectorielle par un moustique qui va transmettre un virus. C'est le virus de la fièvre jaune. Mais pourquoi elle est essentiellement africaine? C'est parce que on est très en retard en matière de lutte contre les vecteurs. C'est aussi simple que ça. Le vecteur est là, les malades sont là, le cycle est complet. Donc, on est dans un cercle vicieux. Il y a beaucoup de malades. Ça transmet à des moustiques. Les moustiques, ils vont contaminer de nouveaux malades. On reste dans notre cercle vicieux. Pour tout voyageur en zone tropicale, notamment africaine, il doit faire le vaccin de la fièvre jaune. Un Européen qui vient en Afrique subsaharienne, il fait le vaccin contre la fièvre jaune. Un Maghrébin ou un habitant de l'Afrique du Nord qui vient en Afrique subsaharienne, il doit faire le vaccin de la fièvre jaune. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui peut être grave, qui peut être mortelle, et qui n'a pas de traitement. Quand on fait de la fièvre jaune, il n'y a pas de médicament. Il y a juste, on va traiter les symptômes. Donc, c'est très important de faire le vaccin contre la fièvre jaune quand on se déplace en zone tropicale, notamment africaine. Et ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que le vaccin contre la fièvre jaune tient toute la vie. C'est-à-dire, on le fait une fois dans la vie, on est immunisé. Donc, c'est très important que tu attires l'attention sur cette maladie parce qu'on a la chance d'avoir un vaccin. Il y a d'autres maladies
comme le chikungunya, comme la dengue, il n'y a pas de vaccin. Le de paludisme, vaccin. Dieu merci, on commence à avoir des vaccins. Mais le vaccin contre la fièvre jaune est un moyen très efficace et facile, parce que c'est une injection dans la vie, pour être immunisé contre la fièvre jaune, qui malheureusement tue des centaines de personnes en Afrique chaque année. Alors pour finir, docteur, comment prévenir toutes sortes de fièvres? Alors on peut pas prévenir la fièvre parce que c'est pas une maladie, c'est un symptôme qui peut être d'origine infectieuse, d'origine non infectieuse. C'est un symptôme, oui. Voilà. Maintenant, ce que beaucoup ignorent. Hein. Voilà, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. La fièvre, elle va nous dire il y a un problème. Ça peut être une maladie infectieuse. On peut quand même prévenir, docteur. On va prévenir certaines maladies qui peuvent être prévenues, comme la fièvre jaune. Mais il y a d'autres, les angines, on peut pas prévenir. La grippe, on peut faire un vaccin, mais ça peut pas prévenir à 100%. Ce qu'il faut faire, c'est que la fièvre, c'est un symptôme. Des gestes qui peuvent aider peut-être. Alors, c'est surtout, faut faire attention. Chez les bébés moins de 2 ans, chez la femme enceinte, chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont un déficit immunitaire. Là, s'ils font de la fièvre, il faut vraiment surveiller et prendre au sérieux. Mais ça reste un symptôme. Ça peut être une chose très banale. Un petit rhume peut donner un peu de fièvre. Ça peut être une méningoencéphalite, ça peut être un Ebola, ça peut être un cancer. Donc la fièvre, ce n'est qu'un symptôme qui peut donner une maladie très bénigne, qui peut guérir toute seule, qui peut donner une maladie, qui peut pas donner, mais être le symptôme d'une maladie très grave. Chez certaines personnes, il faut prendre au sérieux. Ça, c'est très, très important. Mais d'habitude, on va rassurer quand même les auditeurs. Dans 90% des cas, une fièvre qui dure 2 à 3 jours, c'est une petite infection qui va rentrer dans l'ordre dans quelques jours. Voilà. D'accord. Merci docteur. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons où nous avions parlé de la fièvre. Faites attention, mangez bien, prenez vos médicaments à temps si vous êtes sous traitement, adoptez de bonnes habitudes au quotidien, pratiquez une activité physique régulière, buvez plus d'eau et surtout dormez suffisamment. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro, même heure, même station. Plaisir de vous retrouver.